C'est le choc des berlines de luxe Mercedes. La Mercedes classe E et la Mercedes classe S s'affrontent directement. Laquelle est la meilleure pour vous? Laquelle est la meilleure pour quel usage? Nous allons comparer l'extérieur, l'intérieur et bien sûr la conduite sur l'autoroute allemande à grande vitesse et avec pas mal de puissance ici. Sous les capots, on trouve de très beaux moteurs aussi. J'attends vraiment la conclusion avec impatience. Et vous savez que nous cherchons aussi un véhicule privé, un neuf, en ce moment. La classe E ou S pourrait-elle être une option pour nous? On va tout découvrir avec Thomas sur AutoGefühl en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti, commençons par la classe E. Nous n'avons pas l'étoile dressée tout en haut de ce rôtier. Il y en aurait une, par exemple, en Allemagne et dans d'autres marchés européens. Ce n'est pas disponible sur le marché nord-américain. Là-bas, ils disent que le client de la classe E en veut toujours, comme ça. On a vraiment vu avec l'EQS que l'étoile debout ici sur le capot est aussi un peu flexible pour la sécurité des passagers, en fait. Une énorme dalle de capteur ici, à l'avant aussi. Ouais, et on peut voir que la classe S a l'air un peu plus imposante avec cette calandre avant. Les deux véhicules sont en version berline. Aujourd'hui, la classe E sera aussi disponible en version T-modèle de conception allemande. Écoutez et répétez T-modèle. C'est le terme allemand qui désigne couramment le modèle T, le break, le touré ou encore ce qu'on appelle le wagon. Alors, c'est le modèle familial. La classe S, elle est juste en berline. Un break classe S aurait l'air bizarre, non? Et puis ici, la classe E mesure 4,95 m ou 195 pouces. La classe S est disponible en version à empattement long, qui est la norme sur le marché nord-américain et ailleurs, avec 34 cm ou 13 pouces supplémentaires. 25 cm ou 10 pouces, c'est l'empattement plus long. La classe S semble plus luxueuse avec ce design lumineux. Mais c'est bien sûr aussi une question de préférence et bien sûr vous pouvez déjà voir la différence de longueur ici, où la classe E se termine ici et la classe S est juste là. Encore une fois, la différence ne serait pas si grande si vous optez pour la Mercedes classe S à empattement court, mais comme celle-ci est la plus vendue et que la version à empattement court n'est pas disponible sur tous les marchés, nous nous concentrons aussi sur celle-ci aujourd'hui. La différence technologique, c'est que la suspension pneumatique est de série pour la classe S alors que c'est une option pour la classe E. La classe E avait aussi une suspension standard. La direction arrière faisait 4,5 degrés. C'est aussi une option pour la classe E ici. Mais ici, sur la classe S, vous pouvez également opter pour une direction arrière de 10 degrés, ce qui est extrêmement impressionnant. Cela simule un empattement plus court, rendant cette voiture, bien que plus longue, presque aussi agile en maniabilité et rayon de braquage. C'est vraiment un truc sympa. Maintenant, mon plan préféré ici, le plan double capot. Pas le plan que vous avez en tête, mais ce plan ici. Et voilà les 6 cylindres en ligne, présents sur les deux moteurs, le 450 ici, 380 chevaux, 4,5 secondes en accélération, et la S500. 4,7 secondes, donc un peu plus lent, mais 450 chevaux, donc plus de puissance pour la S500 ici. Ensuite, le cockpit de la classe E, tu peux avoir un écran passager pour celui-ci. Tu ne peux vraiment le voir que si tu le regardes directement. C'est une fonction de sécurité. Je ne peux pas le voir très bien de mon point de vue ou de côté, comme vous pouvez le voir. Mais la version de base de la classe E aurait un élément décoratif à cet endroit. Et franchement, je pense que ça a un meilleur look que d'ajouter l'écran passager. À ce moment précis, l'écran passager restait un élément qui différenciait clairement la classe E de la classe S. En observant cette vidéo, nous avons anticipé que la classe S, avec son restylage, intégrerait également l'écran passager afin de réduire cette différence. Mais honnêtement, la majorité des clients, en particulier ceux d'Europe ou d'Amérique du Nord, ne juge pas l'écran passager comme particulièrement important ou nécessaire. Ou qu'en penses-tu? Mais pour le cockpit lui-même, oui, il y a beaucoup d'écrans. Pourtant, ce n'est pas si difficile à contrôler. Bien sûr, je suis fan des boutons physiques. Tu n'as pas ça ici. Mais tu as quand même la zone de climatisation ici, du moins dans la partie inférieure. Donc tu peux le faire comme ça. Tu peux aussi cliquer là-dedans. Tu peux cliquer sur plus, sur moins. Tout est faisable. La voix marche aussi. Et là, tu as remarqué l'éclairage d'ambiance. Donc ça, cette animation qui se déroule quand tu passes au plus chaud ou au plus froid, tu vois, ça a l'air vraiment cool. Encore plus cool, bien sûr, c'est l'éclairage d'ambiance la nuit. On a pris quelques photos pour vous dans le parking souterrain pour te montrer toute la splendeur de l'éclairage d'ambiance.
Je trouve ça génial. Certains disent que c'est trop. Voici les sièges arrière du classe U. Tout est bien intégré dans les portes. Aussi, le tissu dans la partie basse. C'est vraiment bien fait. Peut-être un peu trop de noir brillant ici. C'est peut-être le seul point négatif. Il a aussi précisé avoir l'intérieur AMG Line. Alors, à l'arrière, on a un support pour tablette et des porte-gobelets ici. Les isofix sont sur les côtés. Le confort des sièges ici est assez correct et l'espace pour la tête avec ma grande taille, ça convient. L'espace pour les jambes aussi, le creux est bien prévu. L'espace n'est pas très abondant. Ici, on commence aussi à voir plus de différence entre la classe E et la classe S. Nous sommes installés dans la S-Class, la version à empattement long, qui est la norme en Amérique du Nord et sur plusieurs autres marchés. Ici, avec une longue portière et les commandes à l'intérieur, et le siège, vous savez, ce style de pictogramme, mais il ne bouge plus dans cette génération. Belle intégration de la sono avec les haut-parleurs. Tout est recouvert à l'intérieur des portes, etc. De la feutrine à l'intérieur. On la sent ici, pas bien visible à la caméra. Ensuite, deux étapes. D'abord, l'espace derrière le conducteur. Là, dans cette version longue, c'est la grande différence de la classe E. Peu d'espace. En version à empattement court, la différence entre la classe E et la classe S reste très limitée. Ici, vous avez une version à empattement encore plus long. C'est la différence majeure si vous cherchez plus d'espace pour les jambes à l'arrière. Avec des personnes de grande taille à l'arrière, la classe E va atteindre ses limites. L'espace pour la tête avec ma taille est vraiment bien. Et ouais, les sièges sont nettement plus moelleux dans la classe S si on la compare à la classe E. Et nous avons ici les commandes électriques du siège, la position exécutive ici. Voilà. Nous pouvons appuyer sur ce bouton magique qui est le bouton de rabattement du siège avant à plat. Voilà, et voyons jusqu'où ça va aller. En attendant, je peux déjà retirer mes chaussures. Alors, c'est fait, voilà. Ça prend du temps, comme toujours. C'est marrant de voir le repose-tête du haut descendre ensuite. On attend aussi le repose-jambes et le repose-pied. Oui, c'est la principale différence. Tu ne peux pas le faire avec la classe E, mais c'est possible avec la classe S. Le marché chinois propose peut-être une classe E longue, c'est ce qui s'en rapproche le plus, je crois. Le siège avance par étapes progressives. Le repose-mollet est vraiment très moelleux et incroyablement confortable. Voilà. Mais tu vois déjà ici que, compte tenu de la longueur du véhicule, ce n'est pas super long. Tu sais toujours, ici, cette partie de repos. Pour ma taille, je ne dirais pas que ça correspond exactement. C'est peut-être un peu trop court, tu vois. Bienvenue à l'intérieur et à l'avant ici, le cockpit de la S-Class avec cette disposition plus verticale. Lors du prochain restylage de la S-Class, on s'attend à ce qu'elle intègre aussi un écran spécialement dédié pour le passager. Oui, mais je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est plus beau comme ça. La classe E est également disponible sans écran passager et conserve l'élément décoratif. Je suis vraiment dans l'équipe sans écran passager, clairement. Un élément de design magnifique ici. Vous pouvez bien sûr choisir différents designs. La boîte à gants ici descend très fluidement comme ça. Ce design vertical a beaucoup de noir brillant. Ce n'est peut-être pas le meilleur. Ici aussi la manufacture, il y a comme un intérieur spécial ici par exemple, avec du blanc et ainsi de suite. La logique intérieure ici est à peu près la même. Pour l'allumer ici, tu as l'unité climatique ici. Tu as aussi une belle visualisation ici, si tu veux, dans l'éclairage ambiant. Bien sûr, tu peux aussi l'éteindre. Dans l'éclairage ambiant, je l'ai réglé ici sur le bleu clair pour qu'il corresponde à la couleur extérieure, bien sûr, à ce ton bleu bébé. C'est vraiment plutôt cool. Ici, dans la partie centrale, un accoudoir divisé aussi. En l'ouvrant, deux chargeurs USB-C, un plateau de charge, deux en tout. À l'avant, on peut glisser celui-ci pour l'ouvrir. J'en ai un autre juste là, deux chargeurs USB-C ici. Les portes gobelets sont mieux disposées ici grâce à ce design classique avec 4 points. Du coup, l'assemblage semble mieux serré ici dans la S-Class que dans la E-Class. C'est l'argument principal pour choisir ce véhicule, non? Ouais, et puis le matériau du volant est un peu plus luxueux et moelleux, je dirais. Plus doux et les pédales de changement de vitesse sont vraiment agréables. Les clés sont les mêmes. J'adore toujours ce plan où j'ouvre simultanément les deux coffres en même temps. Et voilà. Sur le papier, ils sont assez similaires en termes de chiffres clés,
mais il y a des différences notables à prendre en compte. La classe E propose 540 litres, soit 10 litres de moins que la classe S. Mais qu'en est-il des dimensions? Ici, il y a 1 mètre de 40 pouces de large. Et peut-être que c'est un peu plus près ici, un peu plus large à l'avant. Et puis la longueur ici, ce sera certainement une différence. Et ici, nous sommes à 46 pouces, soit environ 1 mètre et 77 cm. Et la hauteur ici est d'environ 20 pouces, ce qui équivaut à 50 cm. Ici, c'est un point que j'ai critiqué, c'est la présence de cet élément en plastique situé juste devant les sièges. Peut-être pas le meilleur, honnêtement, ici, le déverrouillage à distance des sièges, et c'est vraiment un truc sympa ici. Il se plie tout seul sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. C'est un truc vraiment pratique et super utile. J'adore ça. Et puis la longueur totale. Tu vois que toute la règle rentre et fait environ 2 mètres ou 79 pouces. Et pour la S-Class, la différence est là. La largeur, tu as vraiment le problème parce que c'est moins d'1 mètre ou 40 pouces de profondeur là-dedans. Elle est plus haute, c'est intéressant, d'où c'est 10 litres de plus officiellement. Parce qu'ici, c'est là que la classe E s'arrêterait. Et celle-ci va jusqu'à environ 23 pouces, c'est-à-dire 58 cm. Donc un peu plus haut ici, en dessous. Un peu plus d'espace, ça en tient également compte. Et la longueur normale réelle n'est pas si différente entre la classe E et la classe S. Nous sommes ici à environ 1,18 m, soit 46 pouces. La principale différence, c'est qu'on peut charger via la trappe à ski, mais il n'est pas possible de rabattre entièrement les sièges. Mode sport activé. Wow, c'était sympa. On est dans la Mercedes classe E, modèle E 450. C'était 50 km à l'heure à 160 km à l'heure. Et ça a même un peu fait réagir le léametteur. Bien sûr, on adore ce 3 litres 6 cylindres dans le 450 ici, 381 chevaux, avec un petit coup de pouce électrique en plus, 4,5 secondes. Dans la S-Class, ce sera 4,7, donc un peu plus lent, mais des moteurs assez similaires sont proposés pour vous aujourd'hui, en somme. Maintenant, je me sens rajeuni. I need seat cooling. Oui, montons un peu le refroidissement du siège. Au moins, on a ça ici. Oui, plutôt cool. Je veux dire, j'adore ce moteur. Bien sûr, le meilleur moteur qu'on puisse acheter pour ce véhicule. Très vif. Par contre, tu as peut-être aussi capté ça à la caméra lorsque j'ai appuyé sur l'accélérateur. Au début, pour la voiture, j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas très sûre de savoir quelle vitesse sélectionner, tu vois. Alors, comme si ce kickdown, il faisait autre chose. Kickdown, quelque chose comme ça, disons que ce n'était pas... Ouais, Feels ouais, nice. celui-là était vraiment Kickdown was super, nice. donc peut-être pas idéal au début, mais c'était rather cool. C'est aussi en mode sport que je l'ai sélectionné ici, en bas, c'est un peu bas et un peu petit pour choisir en mode couvert. Ensuite, la suspension pneumatique est aussi un peu plus souple, ça fait vraiment cool. Ouais, enfin, avoir la suspension pneumatique en général, on a récemment conduit à nouveau la série 5 de BMW où on était, tu vois. D'une certaine manière, on se plaignait de son absence parce que l'A6 propose la suspension pneumatique, la classe E propose la suspension pneumatique et la série 5 BMW ne l'offre pas. Donc en termes de suspension, c'est vraiment très bon. Ce n'est pas réglé sur une note ultra douce, mais on sent que quand il y a des vagues, tu sais, c'est très bien amorti, mais en même temps souple. Parfois, Léa a un problème quand la suspension pneumatique est trop douce. Oh, Léa adore la Really, suspension I love Mercedes. it. Donc Yeah, ici, yeah. même si je suis en mode confort, c'est toujours OK. Ouais, enfin, c'était Yeah, OK yeah, parce que, yeah. ouais, quand je suis en Not mode too sport, soft. alors Yeah. on l'a un peu plus rigide, peut-être comme pour un col alpin, tu sais, aller à gauche et droite encore. Ouais, mais ici, je veux dire, c'est toujours confortable, mais laisse-moi juste faire un autre changement de voie ici en mode sport. Ouais, tu as vraiment plus de retour de la route, mais ça fonctionne dans les deux cas. J'aime vraiment la direction sur la Mercedes, donc tu n'as pas de zone morte, tu n'as pas besoin de tourner le volant autant. C'est une configuration plutôt cool. On a 21, pardon, ici, dans celle-ci, la classe E, des roues de 20 pouces montées, et ça assure toujours bien. Bien sûr, si vous preniez des roues plus petites, vous pourriez avoir encore plus de confort, et c'est très important ici, sur l'autoroute allemande. Je veux dire, là maintenant, à 130 km à l'heure,
C'est à peu près 75 miles à l'heure et on n'entend absolument rien de l'extérieur. Double vitrage, c'est hyper silencieux, vraiment Yeah. génial et extrêmement agréable à l'intérieur. In the Rouler city, it's ici, oui, crazy. en ville, Crazy c'est silence. It's incroyablement so yeah. silencieux. Oui, c'est juste une expérience de conduite sans défaut. Et une chose qui a toujours été spéciale avec la classe E, c'est qu'on a toujours l'impression de conduire une classe E et tu pourrais penser, ah, c'est une évidence totale, mais ce n'est pas si évident parce que même quand tu conduisais, et encore aujourd'hui, comme dans l'un des tout premiers prédécesseurs, comme le W123, tu commences à conduire et tu te dis, oh ouais, c'est un classe E, mode sport. On roulait à 50 à 170 km par That's heure avec heavy. la Mercedes classe S. Oui, elle semble plus lourde. But here it gets slower. Oui, Yeah. ici, on a le At toit higher panoramique. speeds, yeah. Celui-ci en est équipé alors que la classe E, elle, ne l'a pas. Alors, tu sais, pas vraiment comparable à 100%, mais je pense que l'environnement ici, c'est plus silencieux. Avec un toit panoramique, c'est bien sûr un élément qu'il faut toujours prendre en compte quand on en prend un, mais la base, ici, autour de toi, on a vraiment l'impression qu'il n'y a rien, tu vois. Alors, ouais, tu vois, mettre l'éclairage à la couleur extérieure, ce bleu clair, vraiment magnifique. Tu sens l'empattement plus long, il est plus stable au sol. Il se dirige plutôt comme un bateau, comme un navire en comparaison avec la classe E. On est un peu plus haut, du moins on le ressent, et la suspension pneumatique donne l'impression de rouler avec encore plus de souplesse. Donc, on a une sensation de vol sur la route encore plus accentuée, même en mode sport ici, et encore plus, bien sûr, en mode confort. Là, on a vraiment cet effet de flottement plus prononcé ici. Et d'une certaine manière, ça apporte plus de calme. Ensuite, j'ai dit qu'ici, le siège dans cette partie supérieure était un peu plus confortable dans ce cas, et tu peux avoir ce point. Siège moelleux ici, par exemple. En même temps, je dois dire que la classe E fixe déjà la barre très très haut. Et puis, bien sûr, tu dois te demander, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer plus cher? Mais tu ressens vraiment ces différences notables, c'est plus stable, un peu plus confortable, et aussi nettement plus silencieux, en particulier à basse vitesse. Quand on roule un peu plus vite, alors je dirais point. Ouais, dans cette partie, clairement toujours plus silencieux. Mais ici, comme c'est assez similaire, ou peut-être même que la classe E est un peu meilleure, oui, je veux dire, c'est aussi très très proche dans l'ensemble, mais les deux modèles excellent vraiment dans le domaine du silence total. Oui, j'ai également réactivé ici le régulateur de vitesse pour le système adaptatif et il me maintient activement dans la voie. Un volant beau et lumineux, bien sûr. Oui, je t'ai dit que j'aimerais des matériaux sans animal pour la classe S, car ils fonctionnent vraiment très bien. En attendant, il n'y a aucune raison de les utiliser ici. Donc tu as un sentiment de voyage un peu plus confortable, je dirais. Yeah. Donc tu te sens plus à l'aise ici ou dans la classe E, No, here. Léa, ici. D'accord, d'accord. Consommation, litres au 100 km, économie de carburant. Les deux véhicules peuvent atteindre environ 8 litres au 100 km, 29 miles par gallon américain, 35 miles par gallon britannique, surtout sur autoroute. Et c'est tout à fait normal puisqu'ils ont en gros le même moteur. Ils ont presque le même poids. Il n'y a pas beaucoup de différence entre ces voitures en termes de consommation. Du point de vue des prix, c'est très intéressant et je vais bientôt arriver à ma conclusion finale également. Donc on commence relativement bas en comparaison avec environ 60 000 euros pour la classe E. Avec la classe S, on monte à 110 000, soit 50 000 euros de différence avec les moteurs 6 cylindres S500, puis E450. Bon, souvent, on arrive déjà à environ 80 000, en gardant toujours la même différence avec 130 000 euros. Donc, cet écart de 50 000 reste. Et ensuite, cependant, tu peux faire deux choses. D'abord, comme la S-Class est avec la S5 Sense, tu pourrais simplement laisser les choses comme ça. Et tu es en fait parfaitement bien. Avec la E-Class, tu peux ajouter plus d'options au début et ensuite, tu peux facilement la configurer comme elle est là maintenant pour environ 100 000 euros ou dollars.
Donc là, en fait, l'écart pourrait diminuer si tu la gardes au même niveau, mais encore une fois, tu peux ajouter tellement d'options supplémentaires à la S-Class, comme cet intérieur manufacture, les vitres spéciales ou d'autres éléments spéciaux. Plus d'options intérieures qu'une véritable expérience de luxe. Et là, la différence ne se réduit pas, elle s'agrandit et tu t'approches davantage d'une fourchette autour de 200 000. La différence de prix entre l'U-Class et la S-Class peut varier, allant de 30 000 euros à environ 80 000 euros ou même jusqu'à 90 000 euros. La différence de prix est flexible et la vraie question est de savoir si la S-Class est suffisamment meilleure pour justifier son coût. Qu'en penses-tu? Partage ton avis dans les commentaires et rejoins-nous pour plus de comparatifs.